a affaire à un vieux renard. Je vais vous former, faire de vous des chasseurs à l'ancienne. C'est parti. Ils sont sur le terrain alors que je suis coincé ici à te préparer du café. Patience, Tubo. Toi, tu es mon atout secret. The Shadow's Edge, Analyses E.T. Explications completes du film. The Shadow's Edge, en tant que remake sino-hongkongais du film Eye in the Sky, se présente dès son générique comme une œuvre profondément ancrée dans une double tradition cinématographique. Les analyses et explications de ce film doivent commencer par comprendre sa nature hybride. Une production qui puise dans l'héritage des thrillers de surveillance hongkongais tout en les adaptant au contexte technologique et géopolitique contemporain de la Chine. La décision de tourner à Macao n'est pas anodine. Cette ville, symbole de la surveillance omniprésente et des flux financiers opaques, devient un personnage à part entière, un terrain de jeu parfait pour l'affrontement entre l'œil humain et l'œil numérique. Les analyses et explications de la construction narrative révèlent un scénario qui fonctionne sur le principe du double miroir. D'un côté, Wong Tak-chong, joué par Jackie Chan, incarne la mémoire procédurale, l'expertise corporelle et intuitive forgée par des décennies de terrain. De l'autre, Fu Lang-san, interprété par Tony Leung Ka-fai, représente l'intelligence froide, la planification algorithmique et la déshumanisation du crime. Leur conflit dépasse la simple opposition policier-envoleur, c'est une lutte métaphysique entre deux philosophies de l'observation et du contrôle. Les analyses et explications du personnage de Wong Tak-chong doivent souligner qu'il s'agit bien plus qu'un simple expert rappelé du repos. C'est un homme hanté, dont les méthodes à l'ancienne sont autant une compétence qu'une malédiction, un refus d'entrer dans un monde où la connexion a remplacé le contact. Jackie Chan, dans une performance dépouillée de ses tics comiques habituels, joue la fatigue, l'usure physique, mais aussi l'entêtement d'un savoir-faire qui résiste à l'obsolescence. Chaque grimace, chaque mouvement calculé, parle d'un corps qui a stocké l'expérience dans ses muscles et ses cicatrices. Les analyses et explications du personnage antagoniste, Fu Lang-san, alias The Shadow, révèlent un vilain d'une rare complexité.
Tony Leung Ka-fai ne joue pas la folie mégalomane, mais une forme de cynisme supérieur et glacial. Son charisme ne repose pas sur la peur qu'il inspire, mais sur une logique pervertie presque séduisante. Il ne vole pas par cupidité, mais pour prouver la vulnérabilité du système, pour mettre en scène son propre génie. Sa relation avec ses subalternes, qu'il traite en fils tout en les sacrifiant sans remords, construit une image de paternité toxique en contrepoint de celle, rédemptrice, que Wong tente d'offrir à Ikugo. Les analyses et explications du thème central, l'homme face à la technologie, dépassent le simple constat. Le film ne propose pas un rejet naïf de la technologie, mais illustre son aliénation lorsqu'elle est déconnectée de l'intelligence humaine. Le système Sky High n'est pas mauvais en soi. Il devient aveugle sans l'interprétation de Wong. Inversement, les méthodes de Wong, basées sur la mémoire visuelle, l'empathie pour la cible et le sens du terrain, seraient inefficaces sans l'infrastructure technologique qu'il prétend mépriser. Le film suggère que la vérité se niche dans l'interface, dans la capacité à faire dialoguer l'intuition et le data. Les analyses et explications de la dynamique entre Wong et la jeune policière Ikugo, interprétée par Zhan Zifeng, sont cruciales pour comprendre l'arc émotionnel du film. Leur relation dépasse le cliché du mentor et de la protégée. Elle est fondée sur une dette non dite. Wong se sent responsable de la mort du père de la jeune femme. Son enseignement est une forme d'expiation. En lui transmettant son savoir, il ne forme pas seulement une policière, il restaure une lignée brisée. Zhan Zifeng apporte une fraîcheur et une détermination qui contrebalancent parfaitement la lassitude de Chan, créant une alchimie où le respect se gagne, non par la parole, mais par l'action observée et partagée. Les analyses et explications des scènes d'action de The Shadow's Edge mettent en lumière un choix de réalisation audacieux. Contrairement aux films de Jackie Chan de la période comédie-action, les combats ici sont brefs, brutaux et ancrés dans un réalisme douloureux. À 71 ans, Chan ne cherche plus à impressionner par l'acrobatie pure, mais par l'efficacité économique d'un mouvement. Chaque coup porte le poids de son corps, chaque esquive semble coûteuse. Cette physicalité limitée mais intense renforce le pathos du personnage. C'est un guerrier usé qui puise dans ses dernières réserves, rendant chaque victoire plus précieuse et plus tragique. Les analyses et explications de la structure en 3 actes montrent un premier acte qui prend son temps pour poser ses personnages et son univers technologique. Cette lenteur assumée, parfois critiquée, est nécessaire pour installer l'opposition des méthodes. On voit Wong, isolé dans son antre rempli d'archives papier, face à une équipe de jeunes experts hypnotisés par leurs écrans. Le montage, avec ses coupes rapides et ses zooms saccadés, peut être interprété non comme une faiblesse, mais comme la traduction visuelle du flux d'informations constant qui submerge les personnages, un flux dont seul Wong parvient à extraire le signal pertinent. Les analyses et explications de l'évolution tonale du film sont frappantes. Le film commence presque comme un polar techno-thriller, avec ses séquences de piratage et de surveillance numérique, pour glisser progressivement vers un drame violent et viscéral. La scène charnière est probablement l'affrontement dans les entrepôts du port, où la technologie devient inutile et où le conflit se réduit à un corax en grave corps haletant dans la pénombre. Cette descente vers une violence primitive symbolise le cœur du message. Peu importe la sophistication du système, le combat final se jouera toujours entre 2 volontés humaines incarnées. Les analyses et explications du traitement des personnages secondaires montrent que le film assume un certain focus sur ses 2 protagonistes principaux. L'équipe de surveillance, à l'exception peut-être de l'adjoint loyal de Wong, sert principalement à illustrer l'impuissance de l'institution sans son élément génial et inclassable. Cette absence de développement peut être vue comme un choix narratif. Le film est l'histoire d'un duel entre 2 titans, entre 2 ères, et tout le reste n'est que décor humain, ballast que l'on jette pour alléger l'engin narratif et lui donner de la vitesse. Les analyses et explications de la performance de Tony Leung Ka-fai doivent insister sur son retour en terrain connu, puisqu'il jouait déjà le méchant dans l'original de 2007. Ici, cependant, son interprétation est différente, plus intériorisée, plus dangereuse par son calme que par ses excès. Il incarne l'ombre du titre, non pas l'obscurité bruyante, mais celle, silencieuse et totale, qui efface toute forme. Son regard, souvent filmé en plan rapproché, est d'une neutralité glaçante. Il observe le monde comme un code à déchiffrer ou à corrompre, y compris ses propres hommes. Les analyses et explications de la dimension paternelle, thème récurrent dans la filmographie tardive de Jackie Chan, trouvent ici une expression particulièrement amère. Wong est un père raté qui tente de se racheter. Fu est un père pervers qui instrumentalisait ses fils. Le film questionne ainsi la nature de l'héritage, que laisse-t-on à la génération suivante? Un savoir-faire pour naviguer dans le monde, ou une méthode pour l'exploiter et le détruire? Et Ikugo, à la croisée de ces 2 influences, doit synthétiser l'enseignement traditionnel de Wong et les réalités numériques de son temps pour forger sa propre voie.
Les analyses et explications du climax du film reposent sur un renversement intelligent. Le piratage du Sky High n'était qu'un leurre, une démonstration de force. Le véritable enjeu, comme souvent dans les bons thrillers, est bien plus personnel. Il s'agit pour Wong de protéger sa fille de substitution, et pour Fu d'accomplir un coup dont la perfection intellectuelle sera sa propre récompense, bien au-delà du gain financier. La confrontation finale n'est donc pas une bataille pour l'argent, mais pour la validation de deux systèmes de valeurs irréconciliables. Les analyses et explications de la scène post-générique, qui introduit un troisième frère jumeau, ouvrent la porte à une suite tout en servant le propos du film. Elle suggère que l'ombre de Fu, ou son héritage criminel, est plus difficile à effacer que sa personne physique. La menace n'est pas un homme, mais une idée, une méthode de corruption qui peut se réincarner. Cela pose les bases d'un futur conflit où Ikugo, désormais formé, devra peut-être affronter seul ce nouveau péril, achevant ainsi son passage de protégé à gardienne. Les analyses et explications de la place de The Shadow's Edge dans la filmographie de Jackie Chan le situent comme un film charnière. Après une période d'errance dans des productions commerciales et familiales, Chan utilise ce rôle pour effectuer un retour aux sources dramaturgiques et physiques. C'est un film testament à bien des égards, où l'acteur stuntman légendaire fait le deuil de son image de super-héros invulnérable pour incarner un héros vulnérable, dont la force réside dans l'esprit et l'expérience bien plus que dans le corps. Il rejoint ainsi la lignée de ses personnages les plus sombres et les plus intéressants, comme dans Crime Story ou New Police Story. Les analyses et explications de la réception critique et publique du film doivent prendre en compte son contexte culturel. En Chine, son succès colossal s'explique par la rencontre entre deux monuments du cinéma, par un scénario efficace et par un thème technologique très actuel. À l'international, il est perçu comme la preuve que le cinéma d'action asiatique, et Jackie Chan en particulier, peuvent encore innover et surprendre en adoptant un ton mature. Les défauts pointés, comme les effets spéciaux inégaux ou la longueur, sont balayés par la puissance des performances et l'intelligence de la mise en scène du duel central. En conclusion, les analyses et explications de The Shadow's Edge le révèlent comme bien plus qu'un simple remake. C'est une méditation sur l'obsolescence et la permanence, sur la filiation et la rédemption, servie par la confrontation de deux acteurs au sommet de leur article. Le film réussit le pari difficile de moderniser un classique tout en conservant l'essence du thriller de surveillance, la tension de l'observation, la peur d'être vu, et le vertige du regard qui se retourne. Il marque un point d'équilibre rare entre le spectacle d'action pure et l'ambition dramatique, offrant à Jackie Chan un rôle à sa mesure, non plus celle du cascadeur invincible, mais celle de l'artiste accompli. The Shadow's Edge fait de Macao bien plus qu'un simple décor exotique, il en explore l'âme contradictoire de ville du spectacle et de forteresse de la surveillance. Cette géographie particulière imprègne chaque plan d'une tension entre l'opulence visible et les sombres transactions cachées. Le film utilise son architecture verticale et ses labyrinthes urbains pour spatialiser le conflit entre la transparence imposée et les zones d'ombre qu'exploitent les criminels. La production, tournée sur place, capture cette essence avec une clarté qui sert de cadre naturel à la guerre des regards qui se joue. Chaque rue, chaque casino, chaque toit-terrasse devient un échiquier où se déploient les pions de cette partie d'échecs mortels. L'ambiance lumineuse, oscillant entre les néons criards et les intérieurs tamisés, renforce cette dichotomie fondamentale. L'adaptation du scénario original opère une translation culturelle et technologique majeure, ancrant le récit dans les préoccupations de la Chine contemporaine. Le piratage de la crypto-monnaie remplace les vols plus conventionnels, introduisant une menace à la fois intangible et dévastatrice. Ce choix narratif modernise le conflit et le rend immédiatement pertinent pour un public mondialisé. La réécriture approfondit considérablement les arcs des personnages principaux, leur donnant une épaisseur psychologique qui manquait parfois dans les versions précédentes. La structure en miroir entre les deux paternités est un ajout décisif qui élève le matériau de base. Le film prend son temps pour installer une ambiance et une méthodologie, refusant de se précipiter vers l'action pure. Le personnage de Wong Tak-chong est construit comme un archétype en voie de disparition, un savoir encyclopédique fait homme que le numérique rend obsolète. Son antre, un capharnaüm d'archives papier et de photos analogiques, est un sanctuaire dédié à une foi éteinte. Jackie Chan y interprète non pas la force brute mais la persistance têtue d'un métier qui fut un article. Sa performance physique, bien que ralentie, est d'une précision de geste remarquable, chaque mouvement étant chargé de l'intention et de l'économie d'un maître. La lassitude qu'il affiche n'est pas de la faiblesse mais le poids d'une expérience trop lourde à porter, une mélancolie du tangible. Il incarne la mémoire vive d'un système qui préfère désormais la mémoire morte des serveurs. Face à lui, Tony Leung Ka-fai sculpte un antagoniste d'une élégance perverse, dont la menace réside dans une sérénité absolue. Fu Lang-san ne hausse jamais la voix car il a déjà calculé tous les scénarios,
y compris celui de son échec éventuel. Son charisme opère par une froideur magnétique, attirant ses disciples dans un culte de l'efficacité sans passion. Le film lui offre des monologues d'une rare densité philosophique, où le crime est présenté comme une forme supérieure de création. Sa relation avec ses lieutenants est un modèle de manipulation psychologique, mêlant promesses d'ascension et menaces latentes. Leung joue avec une retenue magistrale, laissant deviner l'orgueil immense qui se cache derrière un masque d'impassibilité. La thématique technologique est traitée avec une nuance remarquable, évitant le piège du discours réactionnaire simpliste. Le système Sky High n'est pas diabolisé en soi. Il est montré comme un outil prodigieux mais aveugle, générant un bruit informationnel paralysant. L'erreur de la police moderne est de croire que la technologie se substitue à l'analyse, et non qu'elle la potentialise. Wong, en revanche, fonctionne comme un algorithme humain, filtrant l'essentiel de l'accessoire par intuition et expérience. Le film suggère que la véritable intelligence de surveillance est hybride, à l'image de la synergie qui finit par s'installer entre Wong et Hugo. Le piratage des criminels représente quant à lui la capture malveillante de ce pouvoir, une inversion du regard panoptique. La relation mentor-protégé entre Wong et Hugo transcende le cliché pour devenir le cœur émotionnel et thématique du film. Leur lien n'est pas fondé sur l'affection spontanée mais sur une dette tragique et un respect professionnel qui croît pas à pas. Zhang Zifian incarne avec justesse la fougue et l'intelligence numérique de la nouvelle génération, frustrée par les lenteurs des anciennes méthodes. Son parcours est celui d'une synthèse, elle apprend à décoder le langage corporel et les patterns urbains tout en enseignant à son mentor les failles des systèmes cryptés. Le film évite soigneusement toute romance, conservant une dynamique purement filiale et professionnelle d'une grande sincérité. Le moment où elle dépasse intellectuellement Wong pour résoudre une partie de l'énigme est un pivot narratif crucial. La chorégraphie des scènes d'action est radicalement différente de la filmographie habituelle de Jackie Chan, privilégiant un réalisme brutal et une efficacité dramatique. Les combats sont courts, maladroits et épuisants, reflétant l'âge et l'état des protagonistes. Chaque impact semble douloureux, chaque respiration est laborieuse, ce qui renforce l'engagement émotionnel du spectateur. Le montage, parfois critiqué pour ses coupes rapides, sert ici à traduire la confusion et le stress du combat rapproché, loin de la clarté géométrique des films de kung-fu. L'utilisation d'armes blanches et d'objets du quotidien rappelle l'héritage des anciens polars hongkongais, mais avec une violence bien plus crue. La scène finale est un chef-d'œuvre de tension physique, où la victoire est moins un triomphe qu'une survie miraculeuse. La construction du suspense repose moins sur des twists spectaculaires que sur une immersion méthodique dans les processus de surveillance et de contre-surveillance. Le plaisir du film réside dans l'observation des détails, dans la résolution d'un puzzle procédural à la fois high-tech et low-tech. Le scénario respecte l'intelligence du spectateur en lui montrant les mêmes indices qu'au personnage, créant une forme de complicité investigatrice. La tension monte graduellement à mesure que le filet se resserre et que les sphères privées et professionnelles des protagonistes entrent en collision. Le film maîtrise l'art de la fausse piste et de la révélation tardive, maintenant un équilibre constant entre action et réflexion. Le rythme, bien que volontairement lent au début, crée une accumulation d'énergie qui explose dans le dernier acte. L'esthétique visuelle du film oscille délibérément entre deux pôles, la froideur clinique des salles de contrôle et la chaleur organique des espaces urbains de Macao. La photographie des séquences de surveillance est saturée de bleus et de verts électroniques, évoquant l'aliénation d'un monde vu à travers des écrans. À l'inverse, les scènes de filature sur le terrain utilisent une palette de couleurs terreuses et des textures riches, réhabilitant la réalité tangible. Les plans subjectifs à travers les caméras de surveillance créent un sentiment de voyeurisme omniprésent, renforçant le thème central. Les transitions entre ces deux régimes visuels sont souvent fluides, symbolisant l'interpénétration croissante des deux mondes. Le travail sur les contrastes et l'ombre, particulièrement dans les scènes nocturnes, justifie pleinement le titre du film. Le développement des personnages secondaires, bien que minimaliste, est plus subtil qu'il n'y paraît. Les membres de l'équipe technologique de la police ne sont pas des caricatures mais représentent une génération compétente mais désorientée, privée de boussole face à la complexité. L'adjoint loyal de Wong agit comme un pont entre deux époques, comprenant la valeur des deux approches. Les hommes de main de fou, quant à eux, sont différenciés par leur degré de fanatisme et leur désir de reconnaissance paternelle, ajoutant une couche de tension interne au gang. Le film utilise ces figures pour illustrer les dynamiques de groupe et les effets corrupteurs ou rédempteurs du leadership. Même les personnages les plus éphémères servent à densifier l'univers social dans lequel évoluent les héros. La bande-son et le design sonore participent activement à la narration et à la construction de l'ambiance. La musique, souvent absente lors des séquences de surveillance, laisse place au bourdonnement des serveurs et au bip des interfaces, créant une tension aseptisée. Les scènes d'action,
en revanche, sont portés par des percussions sourdes et des cordes tendues, soulignant le retour au corps et à la violence primitive. L'utilisation du silence est particulièrement frappante lors des moments clés d'observation, où le moindre son devient une trahison. Les bruits de la ville de Macao, son trafic, son agitation en forment une toile sonore constante, rappelant que l'action se déroule dans un organisme vivant. La voix de Tony Leung Ka-fai, toujours calme et mesurée, devient un élément sonore hypnotique en soi. Le thème de la paternité est exploré dans toutes ses dimensions, y compris les plus sombres, créant une résonance profonde entre les deux lignes narratives. Wong cherche une rédemption à travers un acte de transmission, espérant effacer une faute passée en formant une héritière. Sa paternité est empreinte de culpabilité et d'un amour retenu, exprimé par des actes et non des paroles. Fu, en miroir, pervertit le lien paternel en instrument de domination, exigeant une loyauté absolue tout en se réservant le droit de sacrifier ses fils. Cette opposition interroge la nature de l'autorité et du legs. Que transmet-on à la génération suivante, un fardeau ou un outil de libération? Et Hugo, à l'intersection de ces influences, doit digérer ses héritages contradictoires pour s'émanciper et trouver sa propre voie. Et la performance de Jackie Chan dans ce rôle marque un tournant significatif dans la troisième partie de sa carrière, comparable à un athlète qui troque la puissance brute pour la stratégie et l'expérience. Il utilise son statut iconique pour le subvertir, jouant un héros fatigué, vulnérable, mais d'une ténacité inébranlable. Son visage, buriné par le temps et les cascades, raconte à lui seul une histoire de sacrifice et de persévérance. Il laisse de côté le sourire charmeur pour adopter une gravité constante, une concentration sourde qui captive l'écran. Le choix de réaliser encore ces cascades, bien que modéré, ajoute une couche d'authenticité poignante et un testament à son dévouement légendaire. Cette interprétation recentre sa filmographie sur ses capacités dramatiques, trop longtemps éclipsées par ses prouesses physiques. En contrepoint, Tony Leung Ka-fai déploie une palette minimaliste d'une efficacité redoutable, prouvant que la menace la plus grande est souvent la plus silencieuse. Son jeu est tout en intériorité et en sous-texte. On sent une intelligence en perpétuel mouvement derrière son regard impénétrable. Il évite toute exagération mélodramatique, construisant son personnage par de minuscules détails, un léger sourire, une inflexion dans la voix, un regard appuyé. Cette retenue rend ces rares moments de violence explosive d'autant plus terrifiants. Sa chimie avec Jackie Chan, bien qu'issue de scènes partagées relativement brèves, est électrique, fondée sur un respect mutuel et une reconnaissance de leur statut d'égaux. Il incarne l'ombre du titre avec une élégance sinistre, un maître du jeu qui aime à rappeler qu'il écrit les règles. La structure narrative en 3 actes épouse parfaitement l'évolution thématique du film, passant de l'abstraction technologique à la confrontation charnelle. Le premier acte est un ballet d'écran et de données, présentant le crime comme une opération virtuelle et propre. Le deuxième acte opère un glissement progressif vers le terrain, où la technologie montre ses limites et où l'intuition humaine reprend ses droits. Le troisième acte est un retour aux sources du thriller physique, un règlement de compte dans la pénombre où les outils primordiaux sont le corps et la volonté. Cette descente progressive vers le concret symbolise le message final du film. La vérité et le danger résident toujours dans le monde réel et dans le cœur des hommes. Le montage, plus saccadé au début, se fluidifie à mesure que l'intrigue gagne en organicité. L'utilisation des lieux à Macao est d'une précision géographique et symbolique remarquable, chaque site étant choisi pour ses qualités narratives propres. Les casinos, temples de la surveillance privée et du flux d'argent, deviennent des champs de bataille paradoxaux où la transparence sert le crime. Les ruelles étroites du centre historique, avec leurs ombres changeantes, offrent un terrain de jeu idéal pour les filatures et les pièges. Les toits, offrant une vue panoramique, sont à la fois des postes d'observation et des symboles de l'isolement de Wong. Le port et ses conteneurs forment un labyrinthe moderne, une non-ville parfaite pour le climax anonyme et brutal. La ville elle-même est ainsi cartographiée comme un système nerveux, avec ses nœuds de pouvoir et ses zones d'oubli. La direction d'acteur de Larry Yang mérite des éloges pour avoir su tirer de ses interprètes principaux des performances aussi dépouillées et intenses. Il a visiblement encouragé Jackie Chan à puiser dans une vulnérabilité rarement exposée, créant un personnage d'une humanité bouleversante. Avec Tony Leung Ka-fai, le travail a consisté à canaliser une énergie magnétique et intimidante dans un cadre de retenue extrême. La relation qu'il a su bâtir entre Chan et Zhan Zifeng est crédible et touchante, évitant tout sentimentalisme facile. Sa direction des scènes d'action, privilégiant le réalisme à la chorégraphie esthétisante, sert parfaitement le ton mature du film. On sent une vision d'auteur cohérente, qui place la tension psychologique et l'émotion au même niveau que le suspense procédural. Les thèmes de la mémoire et de l'oubli parcourent l'ensemble du récit, liant les destins personnels et les enjeux technologiques. Wong est un gardien de la mémoire, archivant des visages et des parcours dans son esprit comme dans ses dossiers poussiéreux.
Son combat est pour la préservation d'un savoir qui disparaît, une mémoire collective des rues et des habitudes. Fu, à l'inverse, cherche à effacer les traces, à pirater les mémoires numériques pour se réécrire une existence fantôme. Le système Sky Eye représente une mémoire totale mais sans conscience, une archive vidéo sans interprétation. Le film questionne ainsi ce qui mérite d'être retenu et ce qui doit être oublié, et qui détient le pouvoir de décider de cette sélection. La scène post-générique, avec la révélation d'un troisième frère jumeau, est bien plus qu'un simple gadget pour une suite potentielle. Elle vient perturber la résolution apparente du film en réintroduisant le principe de l'ombre insaisissable. Cette fin ouverte suggère que le mal représenté par Fu n'est pas un individu mais une méthode, une idée qui peut se répliquer à l'infini. Elle pose les bases d'un conflit futur où Ikugo, désormais héritière des deux traditions, devra affronter seule cette menace protéiforme. Cette conclusion transforme le film en premier chapitre d'une saga plus large sur l'héritage et la lutte des générations dans l'univers du crime et de la surveillance. Elle maintient le spectateur dans l'incertitude, refusant la fermeture rassurante d'un happy end traditionnel. Le succès commercial et critique du film en Asie s'explique par sa capacité à satisfaire à la fois les puristes du genre et le grand public en quête de divertissement intelligent. Il réunit deux monstres sacrés du cinéma chinois dans des rôles taillés sur mesure, offrant un duel d'acteurs historiques. Le scénario, bien que classique dans sa forme, est exécuté avec une rigueur et une intelligence qui font défaut à beaucoup de productions contemporaines. L'équilibre entre séquences de tension cérébrale et scènes d'action violente assure un rythme soutenu sur sa longue durée. Le film touche aussi une corde sensible en interrogeant la dépendance moderne à la technologie et la perte des savoir-faire traditionnels. Il représente un modèle de coproduction sino-hongkongaise réussi, mariant les talents et les ressources des deux pôles cinématographiques. Les réserves concernant certains effets spéciaux numériques dans la première partie sont légitimes mais ne nuisent pas fondamentalement à l'expérience globale. Ces plans, probablement réalisés sous contrainte de temps ou de budget, contrastent avec la qualité photographique exceptionnelle du reste du film. Il rappelle cependant que même une production ambitieuse peut être tributaire des aléas de la post-production moderne. Ces défauts techniques sont vite oubliés au profit de la puissance des performances et de la force de l'histoire. Il souligne, par contraste, la supériorité des décors réels et des cascades pratiques qui donnent toute sa chair au dernier acte. Dans un étrange retournement, ces imperfections numériques renforcent inconsciemment le plaidoyer du film pour le concret et l'humain. La place de The Shadow's Edge dans la lignée des remakes et adaptations démontre qu'une relecture peut être enrichissante lorsqu'elle s'approprie véritablement son matériau source. Il ne se contente pas de transposer l'action de Hong Kong à Macao avec une mise à jour technologique, il approfondit les psychologies, complexifie les relations et durcit la tonalité. Le film dialogue avec ses prédécesseurs tout en affirmant sa propre identité, plus sombre et plus mature. Il prouve la vitalité du concept de surveillance thriller en le nourrissant de thématiques contemporaines comme la crypto-monnaie et l'intelligence artificielle. Cette réussite ouvre la voie à d'autres réinterprétations de classiques du genre, à condition qu'elles soient portées par une vision artistique forte et un respect du public. En définitive, The Shadow's Edge s'impose comme une œuvre charnière qui réussit le pari difficile de concilier le spectacle populaire et l'ambition artistique. Il offre à Jackie Chan l'un des rôles les plus aboutis de sa carrière tardive, lui permettant de montrer l'étendue de son talent dramatique. Il confirme Tony Leung Ka-fai comme l'un des plus grands interprètes de personnages ambigus du cinéma asiatique. Porté par une réalisation sûre et un scénario solide, le film transcende son statut de remake pour interroger avec acuité notre rapport à la technologie, à la mémoire et à la filiation. C'est un thriller exigeant et récompensant, qui marque un retour en grande forme pour un genre et pour ses deux légendaires interprètes. The Shadow's Edge se distingue par sa capacité à faire de la ville de Macao un personnage à part entière, dont l'architecture débridée et les contrastes saisissants reflètent les dualités du scénario. L'espace urbain n'est pas un simple décor mais un champ de bataille symbolique où la transparence des gratte-ciel de verre affronte l'opacité des ruelles historiques. La lumière artificielle des néons, omniprésente, crée une esthétique de la surveillance permanente, où l'ombre devient à la fois un refuge pour les criminels et une arme pour les traquer. Chaque lieu est méticuleusement choisi pour sa résonance narrative, des salles de contrôle aseptisées aux docks bruyants et chaotiques. Cette géographie pensée transforme la poursuite en une lecture psychologique du paysage, où chaque détail architectural influence les stratégies des protagonistes. La modernisation du scénario par rapport aux versions précédentes réside moins dans l'ajout d'effets pyrotechniques que dans l'approfondissement des enjeux éthiques liés à la surveillance de masse. Le film interroge la frontière poreuse entre sécurité et privacité, en montrant comment un outil conçu pour protéger peut être détourné en instrument de tyrannie financière. La crypto-monnaie volée n'est pas qu'un magot. Elle symbolise la dématérialisation extrême de la valeur, un enjeu parfait pour un conflit entre le tangible et le virtuel.
La réécriture creuse aussi la solitude des deux figures centrales, des hommes obsédés par leur mission au point d'en avoir sacrifié toute vie personnelle authentique. Leurs philosophies opposées deviennent deux réponses différentes à une même angoisse existentielle face à un monde qui change trop vite. L'interprétation de Jackie Chan atteint ici une forme de dépouillement héroïque, où l'action physique est subordonnée à l'expression d'une usure existentielle. Son corps, autrefois instrument de prouesse acrobatique, devient le réceptacle d'une mémoire douloureuse et d'une fatigue noble. Il incarne la résistance d'une intelligence procédurale face à la pensée algorithmique, défendant la supériorité du jugement humain forgé par l'erreur et l'expérience. Chan joue avec une économie de gestes remarquable, laissant transparaître la stratégie derrière chaque regard, chaque hésitation calculée. Sa relation avec l'espace change également. Il ne le domine plus comme dans ses films de jeunesse, il le scrute, le décrypte, avec la méfiance d'un animal traqué. Cette performance est un acte de bravoure artistique, un renoncement à l'image du super-héros invincible au profit d'une humanité fragile et obstinée. En miroir, Tony Leung de Ka-fai construit un monument de malignité élégante, où le crime est érigé en discipline esthétique. Son personnage opère avec la froide précision d'un metteur en scène, orchestrant chaque braquage comme une performance dont il serait le seul spectateur éclairé. Leung utilise son charisme naturel non pour séduire, mais pour imposer une distance intimidante, créant un vide magnétique autour de lui. Sa voix, toujours au même volume, devient une arme d'intimidation psychologique, suggérant un contrôle absolu sur ses émotions et son environnement. Il incarne la perversion de l'idée de maîtrise. Là où Wong maîtrise un métier, Fu cherche à maîtriser le chaos lui-même. Cette quête d'ordre absolu à travers le crime est ce qui rend le personnage à la fois monstrueux et tragiquement cohérent. La dialectique entre l'œil humain et l'œil numérique est poussée jusqu'à sa limite philosophique, sans jamais tomber dans un manichéisme simpliste. Le film montre que la technologie du Sky Eye ne voit rien. Elle enregistre des données brutes, dépourvues de sens sans le filtre de l'intelligence humaine. Wong, en revanche, ne se contente pas de voir, il interprète, il corrèle, il anticipe en s'appuyant sur une connaissance intime de la nature humaine. La vraie faille exploitée par les criminels n'est pas technique, mais cognitive, la confiance aveugle des autorités en des systèmes automatisés. Le film propose in fine que le futur de l'enquête réside dans une symbiose où la machine étend les capacités de l'enquêteur sans se substituer à son intuition. Cette réflexion place le thriller dans une dimension presque sociologique, analysant les aveuglements d'une époque fascinée par ses propres outils. Le lien entre Wong et Hugo évolue selon une trajectoire émotionnelle d'une grande finesse, évitant les pièges du sentimentalisme pour privilégier une confiance qui se mérite. Leur relation est d'abord purement transactionnelle, puis devient peu à peu pédagogique, avant de se muer en une alliance tactique et finalement en un lien filial non dit. Zhan Zifeng apporte une énergie fébrile et une intelligence numérique qui force littéralement son mentor à sortir de ses schémas traditionnels. Les scènes où ils analysent ensemble les mêmes preuves sous des angles radicalement différents sont parmi les plus riches du film, illustrant un dialogue des générations qui peut être productif. Le sacrifice final que Wong est prêt à faire pour elle n'est pas présenté comme héroïque, mais comme l'aboutissement logique et douloureux de sa quête de rédemption. Elle devient, in fine, non pas son héritière, mais son amélioration, la synthèse vivante de l'ancien et du nouveau monde. Et la mise en scène des séquences d'action opère un renversement total des codes du genre, privilégiant le réalisme sensoriel à la spectaculaire chorégraphie. Les combats sont filmés en plan serré, souvent instables, pour immerger le spectateur dans le corps à corps haletant et désordonné. Le son design accentue cette impression. On entend le souffle rauque des combattants, le bruit sourd des impacts, le grincement des objets détournés en armes. L'absence de musique pendant ces moments renforce leur brutalité crue et leur ancrage dans une réalité palpable. Cette esthétique sert parfaitement le propos. La violence n'est pas un ballet mais un échec, la preuve que toute stratégie, aussi élaborée soit-elle, finit par se résoudre en confrontation primitive. La victoire, quand elle survient, est toujours amère, coûteuse, et laisse des traces indélébiles. La construction du suspense est fondamentalement procédurale, tirant sa puissance de la lente accumulation de détails et de la résolution méthodique d'un problème complexe. Le film prend le temps de nous initier au métier de la surveillance, transformant le spectateur en apprenti enquêteur. Cette immersion didactique crée un fort investissement intellectuel. On cherche avec les personnages, on partage leurs frustrations et leurs éventuels bons déductifs. Le scénario évite les Deus ex machina, chaque avancée étant le fruit d'un travail d'équipe et d'une perspicacité qui se révèle progressivement. La tension n'est ainsi moins de la surprise que de l'attente angoissée de voir si la traque, patiemment construite, va réussir ou échouer. Cette approche confère au film une densité et une crédibilité rares dans le genre. L'esthétique visuelle est profondément duale, mais cette dualité finit par se résoudre dans une synthèse poétique lors de la scène finale. D'un côté,
la froideur bleutée et les compositions géométriques des salles de contrôle, de l'autre, la chaleur organique et les compositions désordonnées des rues de Macao. La photographie joue magistralement avec les reflets, les transparences et les obstacles visuels, faisant de l'acte de voir lui-même un défi narratif. Les plans subjectifs à travers les lentilles de caméra, les jumelles ou les écrans de téléphone créent une stratification du regard qui complexifie notre perception de la réalité diégétique. La lumière naturelle, quand elle apparaît, est souvent tamisée, filtrée, comme si le monde réel lui-même devenait difficile d'accès. Cette maîtrise de l'image fait de chaque plan une déclinaison du thème central. Que peut-on vraiment voir, et comment interpréter ce que l'on voit? Les rôles secondaires, bien que succincts, sont astucieusement utilisés pour dessiner le paysage social et institutionnel dans lequel s'inscrit le conflit principal. L'adjoint de Wong représente la loyauté discrète et la compréhension intuitive d'un monde en transition. Les jeunes techniciens de la police illustrent la génération du digital native, compétente techniquement mais parfois déconnectée des réalités humaines du terrain. Les membres du gang de fous, quant à eux, forment un microcosme de motivations variées. Fanatisme, cupidité, recherche d'une figure paternelle, offrant un contraste avec l'unité de façade exigée par leur chef. Même les figurants, les habitants de Macao, sont filmés avec une attention qui donne de la densité à l'univers. Le film suggère ainsi que la grande histoire du duel entre titans se joue sur une scène peuplée d'innombrables petites histoires individuelles. Le travail sur la bande-son est un élément clé de l'expérience immersive proposée par le film, participant activement à la caractérisation des espaces et des états d'esprit. Les séquences de surveillance sont baignées dans un silence électronique, peuplé de bips discrets et du vrombissement constant des serveurs, une ambiance qui génère une tension sourde. La musique, quand elle intervient, est souvent atonale, composée de nappes synthétiques et de percussions métalliques qui renforcent l'atmosphère de froideur technologique. À l'inverse, les scènes de terrain intègrent la cacophonie urbaine comme une partition à part entière, où le cri d'un vendeur ou le klaxon d'une voiture peuvent être des indices ou des leurres. Le contraste entre ces deux univers sonores s'estompe progressivement lors du climax, signifiant la collision ultime entre le virtuel et le réel. La quasi-absence de musique pendant l'affrontement final laisse toute la place au bruit du combat, rendant la violence plus immédiate et plus insupportable. L'exploration du thème de la paternité atteint une profondeur psychologique rare, en montrant comment ce lien peut être à la fois structurant et destructeur selon les intentions qui le sous-tendent. La paternité de Wong est empreinte de culpabilité et se vit comme une mission réparatrice. Il ne forme pas Ikugo pour en faire son clone, mais pour qu'elle dépasse ses propres limites. C'est un acte d'amour désintéressé, qui accepte sa propre obsolescence au profit de l'évolution de l'autre. Celle de Fu est un outil de domination narcissique. Ses fils sont des extensions de sa propre volonté, voués à être sacrifiés pour la grandeur de son projet personnel. Le film montre que la véritable transmission n'est pas dans l'imposition d'un savoir, mais dans la création d'un espace où l'autre peut grandir par lui-même. Cette réflexion donne une résonance universelle à ce qui aurait pu n'être qu'un simple élément de conflit dramatique. La performance de Jackie Chan dans ce rôle peut être vue comme une méta-réflexion sur sa propre carrière et sur le vieillissement d'une icône de l'action. Il utilise sa propre image publique, le cascadeur infatigable, pour en jouer le crépuscule, avec une honnêteté et une humilité qui forcent le respect. Chaque raideur, chaque moment d'hésitation avant un mouvement périlleux, semble authentique et incorporé au personnage. Son visage, marqué par le temps et les accidents, raconte une histoire parallèle à celle du film, celle d'un homme qui a donné son corps à son article. Cette congruence parfaite entre l'acteur et le rôle confère à sa performance une puissance émotionnelle supplémentaire, une forme de testament à l'écran. Il ne s'agit plus de Jackie Chan jouant un héros, mais de Jackie Chan explorant, à travers un héros, la condition de l'homme qui a survécu à ses propres légendes. Tony Leung Ka-fai, en contrepoint, construit son personnage comme une antithèse de la vulnérabilité, une statue de glace dont la froideur est la marque d'un orgueil démesuré. Son jeu est d'une immobilité presque minérale, troublée seulement par de minuscules inflexions qui trahissent une pensée en constant mouvement. Il incarne le mal non comme une force chaotique, mais comme un principe d'ordre pervers, une logique poussée jusqu'à son paroxysme inhumain. La fascination qu'il exerce sur ces hommes et sur le spectateur vient de cette promesse d'une maîtrise absolue sur le chaos du monde. Sa relation à la technologie est également différente. Il ne l'utilise pas, il la corrompt de l'intérieur, comme il corrompt les hommes, en exploitant leurs failles logiques ou psychologiques. Leung réussit le tour de force de rendre ce monstre non seulement crédible, mais presque compréhensible dans sa quête dévoyée de perfection. La structure narrative, en 3 actes distincts mais fluides, épouse parfaitement l'évolution idéologique du récit, d'une guerre des machines à une guerre des âmes. Le premier acte est un puzzle technologique, une enquête digitale où les personnages semblent agir à distance, comme des démiurges manipulant des données.
Le deuxième acte opère un retour au terrain, réintroduisant le corps, le hasard et l'émotion comme variables incontrôlables qui viennent gripper les machines bien huilées. Le troisième acte est une confrontation purement humaine, dépouillée de tout artifice technologique, où les valeurs et les volontés s'affrontent directement. Cette progression narrative est aussi une descente vers l'essentiel, une réduction qui montre que derrière les systèmes les plus complexes, les conflits humains restent d'une simplicité archaïque. Le montage, qui passe de coupes rapides et saccadées à des plans plus longs et plus contemplatifs, accompagne cette évolution vers une résolution tragique et personnelle. En dernière analyse, The Shadow's Edge s'affirme comme une œuvre majeure, un thriller d'une intelligence et d'une maturité rare qui marque un point culminant dans les carrières de ses deux principaux interprètes. Il offre à Jackie Chan un rôle testamentaire où il peut conjuguer son héritage d'homme d'action avec une profondeur dramatique longtemps sous-estimée. Il permet à Tony Leung Ka-fai de construire l'un de ses personnages les plus mémorables, un antagoniste d'une complexité fascinante. Au-delà du duel d'acteurs, le film propose une réflexion pertinente et inquiète sur notre époque, interrogeant la confiance aveugle dans la technologie et la valeur des savoirs traditionnels. C'est un film qui divertit, émeut et fait réfléchir, une combinaison exigeante qui en fait bien plus qu'un simple divertissement. Une expérience cinématographique aboutie et résolument moderne. The Shadow's Edge établit sa singularité en explorant la dimension presque spirituelle de la surveillance, transcendant la simple dichotomie entre bon et mauvais usage de la technologie. Le film interroge le regard comme acte de pouvoir, de création et de violation, où observer c'est déjà posséder et altérer. Cette profondeur philosophique est servie par une mise en scène qui fait du cadrage et du hors-champ des éléments narratifs à part entière. Chaque personnage est défini par sa manière de voir. Monk scrute avec empathie et mémoire, Fu perce avec froideur analytique, et Hugo apprend à synthétiser les deux. La ville elle-même devient un texte visuel à déchiffrer, une accumulation de signes où seuls les initiés peuvent distinguer le signal du bruit. Cette élégation de la surveillance en discipline herméneutique donne au film une épaisseur rare. La modernité du propos ne réside pas seulement dans l'utilisation de la crypto-monnaie, mais dans son traitement de la data comme nouveau territoire à conquérir et à exploiter. Le vol n'est pas présenté comme un simple forfait, mais comme une opération de cartographie et de détournement des flux invisibles qui régissent le monde contemporain. Le scénario illustre avec acuité comment le crime s'est sophistiqué, abandonnant les sacs d'argent liquide pour le piratage des blockchains, reflétant une économie mondiale dématérialisée. Cette abstraction du butin rend la traque plus complexe et intellectuelle, transformant l'enquête en une course contre la montre pour comprendre la logique d'un système opaque. Le film suggère ainsi que les nouveaux grands criminels ne sont pas des brutes, mais des philosophes pervertis, des idéologues de la faille systémique. L'interprétation de Jackie Chan y atteint une forme de sublime mélancolique, où chaque geste semble peser par la conscience aiguë du temps qui passe et des méthodes qui disparaissent. Il incarne la résistance obstinée de l'artisan face à la production de masse des données, défendant la singularité d'un savoir-faire contre la reproductibilité infinie de l'information numérique. Son corps, moins souple mais toujours expressif, raconte une histoire de discipline et d'adaptation, où la ruse et l'expérience remplacent la force brute. Chan joue la fatigue non comme une faiblesse, mais comme une forme de lucidité supérieure, celle qui vient d'avoir trop vu et d'en porter le fardeau. Cette performance transforme le personnage en une allégorie touchante de la transmission et de l'acceptation de sa propre finitude. En face, Tony Leung Ka-fai érige une statue de l'intelligence malveillante, dont la sérénité apparente n'est que la surface gelée d'un orgueil abyssal. Son personnage ne recherche pas la richesse mais la démonstration de sa propre supériorité intellectuelle, faisant de chaque crime un théorème élégant prouvant la stupidité des systèmes de sécurité. Leung utilise une économie de moyens phénoménale, un léger haussement de sourcils, un imperceptible sourire, deviennent des révélations de son mépris ou de sa satisfaction. Il incarne l'ombre non pas comme absence de lumière, mais comme une lumière pervertie, celle qui éclaire pour mieux manipuler. Cette interprétation d'une retenue menaçante place son Fu Lingsan parmi les grands antagonistes du cinéma asiatique, à la fois fascinant et profondément inquiétant. Le conflit entre méthodologies est poussé jusqu'à sa limite conceptuelle, faisant du film une passionnante dissertation sur les formes de l'intelligence à l'ère numérique. D'un côté, l'intelligence incarnée de Wong, située, contextuelle, nourrie de cas pratiques et d'exceptions. De l'autre, l'intelligence abstraite de Fu, algorithmique, déductive, visant l'efficacité pure en éliminant la variable humaine imprévisible. Le film montre que le Sky High, entre les deux, n'est qu'une pseudo-intelligence, une accumulation passive qui ne pense pas. La résolution narrative suggère que l'avenir appartient à l'intelligence hybride, celle que commence à incarner Hugo, capable de jongler avec les données tout en comprenant les cœurs et les mobiles. Cette vision évite tout triomphalisme technophile comme toute nostalgie réactionnaire.
La dynamique mentor-protégé évite avec grâce le piège du paternalisme étouffant pour évoluer vers une reconnaissance mutuelle et une alliance d'ego. Wong ne donne pas des leçons ex cathedra. Il montre, il fait deviner, il laisse Hugo tirer ses propres conclusions à partir des indices qu'il lui fournit. Leur relation se construit sur des silences partagés, des regards échangés lors des filatures, une confiance qui s'installe par la preuve répétée de la compétence. Zhan Zifeng incarne parfaitement cette transition de l'étudiante appliquée à la partenaire indispensable, avec une détermination qui se renforce à chaque épreuve. Le film évite soigneusement toute romance, préservant la pureté professionnelle et filiale de leur lien, ce qui en renforce l'émotion et la crédibilité. Leur séparation finale, nécessaire, est présentée non comme une fin, mais comme le début de son propre chemin. Le vrai succès du mentor. Est la réalisation des scènes d'action opère un renversement des codes du genre en privilégiant le réalisme sensoriel et la charge émotionnelle sur la virtuosité chorégraphiée. Les combats sont filmés dans une quasi-obscurité, avec une caméra à l'épaule qui plonge le spectateur dans le chaos et la désorientation du corps à corps. L'absence de musique amplifie le bruit des respirations haletantes, des impacts sourds, du métal frottant sur le béton, créant une immersion physique presque inconfortable. Cette esthétique sert le propos en montrant la violence comme un échec de la raison, un retour à un état primitif où seule la survie compte. Les blessures sont montrées dans leur réalité douloureuse et handicapante, loin de l'héroïsme invulnérable. Cette approche confère aux confrontations un poids dramatique considérable, chaque coup porté ou reçu ayant des conséquences tangibles. L'architecture du suspense est fondamentalement intellectuelle et procédurale, construite sur la lente et méthodique résolution d'un problème de plus en plus complexe. Le film prend le temps d'éduquer le regard du spectateur, de lui apprendre à distinguer les détails pertinents dans le flot d'images de surveillance. Cette pédagogie visuelle crée une implication active. On cherche avec les personnages, on partage leurs déductions et leurs impasses. Le scénario évite les révélations arbitraires, chaque avancée étant le fruit d'un travail d'équipe, d'une corrélation d'indices ou d'une erreur de l'adversaire. La tension naît ainsi de la peur de l'échec, de la course contre la montre pour anticiper le coup suivant d'un adversaire toujours plus imprévisible. Cette construction rigoureuse, héritée du polar classique, fait du film un thriller cérébral et satisfaisant. La photographie et la direction artistique créent un univers visuel profondément cohérent, où chaque choix esthétique renforce les thèmes du récit. Le contraste est frappant entre la froideur bleutée, aseptisée et géométrique des centres de contrôle et la chaleur organique, désordonnée et colorée des rues de Macao. La caméra utilise souvent des reflets, des vitres teintées, des écrans intermédiaires, pour rappeler constamment que la réalité est filtrée, médiatisée, interprétée. Les plans en plongée depuis les caméras de surveillance créent une distanciation objective, tandis que les plans à hauteur d'homme lors des filatures rétablissent une subjectivité et une empathie. Cette dualité visuelle se résout progressivement, les deux esthétiques fusionnant dans la scène finale, signifiant l'affrontement ultime et la synthèse des regards. Les personnages secondaires, sans être longuement développés, sont esquissés avec une précision qui les rend immédiatement lisibles et utiles à la mécanique narrative. L'adjoint de Wong représente la loyauté discrète et la continuité, l'homme qui a vu les méthodes évoluer et en comprend les forces relatives. Les jeunes analystes de la police incarnent la génération native du digital, compétente mais parfois enfermée dans ses certitudes procédurales. Les acolytes de Fu, variés dans leur profil et leur motivation, forment un microcosme de la soumission à un charisme pervers, illustrant les différentes facettes de l'emprise. Même les petits rôles, comme les commerçants ou les passants, sont traités avec un respect qui donne de l'épaisseur au décor humain. Cette économie de traits caractérise un cinéma efficace où chaque élément sert le récit principal. Le design sonore est un personnage à part entière, définissant les espaces et les états psychologiques avec une rare subtilité. Les séquences de haute technologie baignent dans un silence électronique, peuplé de bips discrets, de ventilateurs et du bourdonnement des serveurs, une ambiance qui génère une anxiété sourde. La musique, composée de nappes synthétiques et de percussions métalliques, renforce cette atmosphère de froideur et de contrôle. À l'opposé, les scènes de terrain sont envahies par la cacophonie vivante de la ville. Conversations, moteurs, musique ambiante, créant un tissu sonore riche et chaotique. La confrontation finale opère une synthèse sonore brutale, où les bruits électroniques et organiques se mélangent dans un chaos qui reflète l'affrontement des deux mondes. Le choix du silence total à des moments clés de tension est d'une efficacité redoutable. L'exploration de la paternité dépasse le cadre familial pour interroger la transmission des savoirs, des valeurs et des pathologies dans toute structure hiérarchique. Wong pratique une paternité réparatrice, fondée sur le don désintéressé du savoir et la volonté de voir l'autre s'émanciper de son propre mentorat. C'est un acte d'amour qui accepte sa propre disparition comme condition de la réussite de l'héritier.
Fu pratique une paternité narcissique et dévorante, voyant dans ses subalternes des extensions de sa propre volonté, des outils à sacrifier pour la gloire de son projet personnel. Le film montre que la véritable autorité ne se mesure pas à la soumission qu'on obtient, mais à l'autonomie qu'on permet à l'autre de conquérir. Ce thème confère au duel policier-criminel une résonance psychologique et mythologique universelle. La performance de Jackie Chan dans ce rôle peut être lue comme une méditation sur le vieillissement d'une icône et sur la transformation du corps de l'acteur en archive vivante de son article. Il utilise les stigmates de sa propre carrière ou la raideur, les cicatrices implicites, pour construire un personnage dont le corps est la carte d'un parcours héroïque et douloureux. Son jeu est désormais tout en retenue et en intensité intérieure. L'action physique, quand elle survient, est brève, économique et semble puiser dans les dernières réserves. Cette vulnérabilité assumée est plus impressionnante que l'invulnérabilité de ses jeunes années, car elle est chargée de vérité et de mélancolie. Chan ne joue plus le héros, il joue l'homme qui a été un héros et qui doit maintenant faire autrement. Cette profondeur autobiographique non dite donne à sa performance une puissance émotionnelle unique. Tony Leung Ka-fai, en parfait contrepoint, sculpte un personnage d'une froideur minérale, dont la menace réside dans une intelligence absolue dénuée de tout scrupule ou affect. Son jeu est d'une immobilité presque hypnotique. Il domine l'espace non par le mouvement, mais par une présence magnétique et intimidante. Il incarne le mal non comme une passion déchaînée, mais comme un principe logique, une équation dont il a éliminé toutes les variables sentimentales. La fascination qu'il exerce, sur ces hommes comme sur le spectateur, vient de cette promesse d'un contrôle total sur le chaos des émotions humaines. Sa relation à la technologie est celle d'un démiurge, il ne l'utilise pas, il la plie à sa volonté, comme il plie les hommes. Leung réussit à rendre cet être monstrueux profondément cohérent, presque élégant dans sa perfection maléfique. Et la structure narrative en 3 actes épouse parfaitement une trajectoire philosophique, passant de l'abstraction des données à la concrétude sanglante des corps. Le premier acte est un jeu d'échecs digital, où les protagonistes agissent par procuration technologique, dans un monde de signaux et de codes. Le deuxième acte réintroduit progressivement l'aléa, l'émotion, le corps, comme des variables qui viennent gripper la machine parfaitement guilée du crime. Le troisième acte est une réduction à l'essentiel, un affrontement d'hommes dans un lieu vide, où la technologie est absente et où ne reste que la volonté et la ruse. Cette descente progressive vers le concret symbolise l'idée que les conflits humains, aussi sophistiqués soient-ils en surface, finissent toujours par se résoudre au niveau le plus primitif. Le montage, qui passe de coupes saccadées à des plans longs et tendus, accompagne cette évolution vers une résolution tragique et dépouillée. L'utilisation symbolique de la ville de Macao est d'une grande richesse, faisant de chaque quartier un chapitre de la bataille idéologique qui se joue. Les casinos, temples du hasard maîtrisé et de la surveillance commerciale, sont le terrain de jeu naturel de Fu, qui voit dans le crime la forme ultime de jeu d'argent. Le vieux centre, avec ses ruelles sinueuses et ses influences coloniales, représente la mémoire et la complexité humaine que Wong tente de préserver. Les zones portuaires, anonymes et fonctionnelles, sont le lieu du dénouement, un non-lieu qui signifie la perte de toute identité dans la violence finale. La ville apparaît ainsi comme un palimpseste, où se superposent les couches d'histoire, de pouvoir et de sens. Cette utilisation intelligente du lieu dépasse le simple exotisme pour en faire une métaphore de l'affrontement entre l'ancien et le nouveau monde. La direction d'acteur de Larry Yang est remarquable pour avoir créé une harmonie de jeu entre des interprètes au style diamétralement opposé. Il a su canaliser l'énergie physique instinctive de Jackie Chan vers une intériorité tourmentée, et a permis à Tony Leung Ka-fai de trouver la justesse d'un calme terrifiant. Les rares scènes où les deux hommes se font face sont des masterclass de tension sous-jacente, où le dialogue est moins important que ce qui n'est pas dit. Le travail avec Zhan Zifeng a consisté à affiner une progression subtile, de l'enthousiasme un peu naïf à la détermination froide et professionnelle. La direction des scènes de groupe, qu'elles soient du côté de la police ou du gang, montre une fine compréhension des dynamiques de pouvoir et des non-dits hiérarchiques. Cette maîtrise confère à l'ensemble une crédibilité psychologique qui élève le matériau bien au-dessus du thriller d'action standard. Les thèmes de la mémoire et de l'oubli sont traités avec une finesse qui en fait le cœur secret du film, liant les destins individuels aux grandes peurs contemporaines. Wong incarne la mémoire vivante, sélective et interprétative, qui sait oublier le superflu pour ne retenir que l'essence des choses et des gens. Il lutte contre l'oubli institutionnel, celui des dossiers classés et des enquêtes non résolues, mais aussi contre l'oubli technologique, celui qui noie l'information utile dans un océan de data. Fu, en miroir, cherche à contrôler la mémoire numérique pour réécrire le passé, effacer ses traces et créer une légende à sa gloire. Le Sky High représente le fantasme d'une mémoire totale et objective, un fantasme que le film déconstruit en montrant qu'une mémoire sans oubli est une prison, et qu'une mémoire sans interprétation est du bruit.
Le conflit devient ainsi une bataille pour le récit du monde. La scène post-générique, avec son twist audacieux, fonctionne comme un coup de force métanarratif qui relance la réflexion bien au-delà de la simple promesse de suite. Elle introduit l'idée que le mal incarné par Fu n'était qu'une manifestation d'un principe plus large, une méthodologie de la corruption qui peut se régénérer sous d'autres formes. Cette révélation transforme la victoire de Wong en une bataille gagnée dans une guerre sans fin, rappelant que l'ombre est par nature insaisissable et renaissante. Elle désigne Kyugo comme la nouvelle gardienne de cette frontière mouvante, armée cette fois d'une double compétence. Cette fin ouverte refuse la catharsis facile et inscrit le film dans une vision tragique et cyclique de la lutte entre l'ordre et le chaos. Elle invite à une lecture plus pessimiste, où le héros ne sauve pas le monde, mais gagne simplement un répit pour la génération suivante. Le succès du film tient à son équilibre rare entre la sophistication intellectuelle d'un scénario bien charpenté et le plaisir viscéral d'un thriller porté par des légendes de l'écran. Il satisfait le désir d'intrigue et d'action tout en nourrissant l'esprit par ses questionnements sur la technologie, la mémoire et l'éthique. La rencontre entre Chan et Leung est un événement cinéphilique en soi, un duel d'interprétation où chaque regard, chaque silence, pèse d'un poids dramatique considérable. L'ancrage dans le contexte spécifique et ultramoderne de Macao lui donne une saveur unique et une pertinence géopolitique immédiate. Le film démontre que le cinéma de genre peut être un vecteur d'idées complexes sans jamais sacrifier son rythme ou son efficacité narrative. Cette alchimie difficile à réaliser explique son impact critique et populaire. Les critiques concernant certains effets numériques ou la longueur du métrage pointent des choix esthétiques et narratifs qui peuvent diviser, mais qui s'inscrivent dans une vision d'auteur assumée. La durée permet précisément cette construction patiente des personnages et cette immersion procédurale qui font la singularité du récit. Un montage plus serré en aurait altéré la respiration et la crédibilité. Les effets parfois rudimentaires des interfaces dans la première partie peuvent être lus comme une stylisation volontaire, une représentation du monde numérique tel que perçu par des yeux analogiques. Ces éléments, loin d'être des faiblesses, participent d'une esthétique globale qui privilégie finalement la chair, le béton et l'émotion sur le virtuel lisse. Il rappelle que le film célèbre, in fine, l'imperfection et la persistance de l'humain. La place de The Shadow's Edge dans l'histoire des remakes est celle d'une œuvre qui comprend que la fidélité la plus grande est parfois l'infidélité créative. Il ne recopie pas son modèle, il en transpose l'esprit la guerre des regards, dans un contexte nouveau et avec des enjeux actualisés. Le film dialogue avec ses prédécesseurs par des clins d'œil subtils, mais affirme farouchement sa propre identité, plus sombre, plus violente et plus philosophique. Il prouve qu'un remake peut être un acte de création à part entière, à condition d'être porté par une vision forte et un profond respect pour l'intelligence du spectateur. Cette réussite tient beaucoup au choix de faire du conflit des méthodes et des générations le sujet central, un thème intemporel qui trouve ici une expression particulièrement brillante. En définitive, The Shadow's Edge s'impose comme une œuvre majeure du thriller contemporain, un film qui allie avec brio l'intelligence du scénario, la puissance des interprétations et la maîtrise de la mise en scène. Il offre à Jackie Chan un rôle testamentaire d'une profonde humanité, et à Tony Leung Ka-fai l'un de ses personnages les plus mémorables. Au-delà du duel d'acteurs, il propose une réflexion urgente et nuancée sur notre rapport à la technologie, à la surveillance et à la mémoire. C'est un film qui divertit sans infantiliser, qui émeut sans manipuler, qui fait réfléchir sans pontifier. Cette triple réussite en fait bien plus qu'un excellent film d'action. Une expérience cinématographique complète et profondément satisfaisante, qui marque un sommet dans la carrière de ses créateurs et un jalon important pour le cinéma asiatique. The Shadow's Edge s'installe dans le paysage cinématographique comme une œuvre qui repense les frontières du thriller policier en y injectant une méditation profonde sur la nature de l'attention à l'ère numérique. Le film postule que regarder n'est plus un acte innocent mais un geste technique, politique et éthique, chargé de conséquences. Cette réflexion est portée par une grammaire visuelle où chaque plan, chaque cadrage, devient un commentaire sur la faculté de voir et de comprendre. L'œil humain de Wong, l'objectif froid de la caméra de surveillance et le regard calculateur de Fu représentent trois régimes de vision en conflit pour imposer leur vérité. La ville de Macao, saturée de signes et d'écrans, est le théâtre parfait de cette guerre des perceptions, où la réalité elle-même semble être une construction disputée. La modernisation du récit dépasse la simple substitution d'un butin traditionnel par de la crypto-monnaie. Elle refonde le conflit sur le terrain de l'épistémie contemporaine, soit la manière dont une société produit et valide la connaissance. Le vol devient une opération de hacking ontologique, une démonstration que les systèmes les plus sécurisés ne sont que des récits fragiles qu'on peut réécrire. Le film illustre avec une clarté troublante comment le pouvoir a migré vers ceux qui contrôlent les flux d'informations et les algorithmes de confiance. Cette abstraction du crime le rend d'autant plus dangereux et insaisissable,
car il n'a plus besoin de violence immédiate pour s'accomplir. Le défi pour Wong n'est donc pas seulement de rattraper des criminels, mais de réapprendre à lire un monde où les traces sont devenues immatérielles et les preuves, des lignes de code. L'incarnation par Jackie Chan de Wong Tak-chong atteint une dimension profondément pathétique au sens noble du terme, celle d'un homme dont l'excellence est devenue une relique dans un monde qui a changé de langage. Il ne lutte pas contre la technologie, mais contre l'obsolescence d'une certaine forme d'intelligence, celle du flair, de l'intuition et de la mémoire longue. Son corps, moins agile mais toujours expressif, est le réceptacle d'un savoir tacite, impossible à numériser ou à transmettre dans un manuel. Chan joue cette usure avec une dignité poignante, transformant chaque raideur, chaque hésitation, en signe d'une expérience chèrement acquise. Sa performance est un chant du cygne pour une manière d'être au monde qui disparaît, non par inutilité, mais par incompréhension. En contrepoint, Tony Leung Ka-fai édifie une statue de marbre de l'intelligence maléfique, où chaque émotion est soigneusement extirpée pour ne laisser place qu'à la logique pure. Son Fu Lang-san est un architecte du chaos, un esthète du crime qui voit dans chaque braquage réussi la preuve de sa supériorité sur un système qu'il méprise. Leung utilise une économie de moyens vertigineuse. Un léger plissement des yeux, un imperceptible sourire en coin, deviennent des événements dramatiques tant ils contrastent avec son impassibilité habituelle. Il incarne l'idée que le mal le plus redoutable n'est pas celui qui hurle, mais celui qui calcule en silence, confiant dans la supériorité de ses équations. Cette interprétation crée une tension magnétique à chaque apparition, faisant de l'antagoniste un pôle d'attraction aussi fascinant qu'effrayant. Le conflit central dépasse l'opposition binaire technologie contre tradition pour explorer deux paradigmes de l'intelligence en crise. D'un côté, l'intelligence incarnée, contextuelle et analogique de Wong, fondée sur l'induction, l'empathie et la lecture des ambiances. De l'autre, l'intelligence abstraite, digitale et déductive de Fu, visant l'efficacité pure par l'élimination du bruit humain. Le film montre que le Sky Eye, entre les deux, n'est qu'une fausse intelligence, une mémoire sans conscience qui ne fait qu'accumuler sans hiérarchiser. La résolution narrative, portée par Ikugo, propose une synthèse dialectique. L'intelligence de l'avenir sera hybride, capable d'utiliser la puissance de calcul tout en conservant le jugement humain. Cette vision évite tout manichéisme pour proposer une issue complexe et réaliste. La relation entre Wong et Ikugo se construit sur les ruines d'une dette silencieuse et d'une admiration qui doit se prouver par les actes. Leur dynamique évite l'écueil du mentor tout-puissant pour évoluer vers un partenariat où l'élève, par sa maîtrise du nouveau monde, devient indispensable au maître. Leur communication passe souvent par le non-verbal, par des regards échangés lors des filatures, par une confiance tactique qui se tisse dans l'action. Zhan Zifeng incarne avec justesse cette transition de la stagiaire talentueuse à la coéquipière essentielle, affirmant son autorité sans jamais renier son respect. Le film tient à distance tout sous-texte romantique, préservant la pureté et la force d'un lien fondé sur le respect professionnel et une affection filiale pudique. Leur séparation finale, quoique douloureuse, est présentée comme une réussite. Elle est devenue autonome, l'ultime victoire de son mentor. La mise en scène des séquences d'action opère une rupture radicale avec l'héritage de Jackie Chan, privilégiant le réalisme physique et la charge émotionnelle sur la virtuosité chorégraphiée. Les combats sont filmés au cœur de l'action, avec une caméra instable qui transmet la confusion, la peur et l'épuisement des corps. L'absence de partition musicale pendant ces moments accentue le réalisme brut, laissant place au bruit des impacts, des halètements, des objets qui se brisent. Cette esthétique sert le propos en présentant la violence non comme un spectacle, mais comme un échec coûteux, un retour à une animalité désespérée. Les blessures ont des conséquences durables, ralentissant les personnages, limitant leurs mouvements, ancrant l'action dans une physicalité tangible. Cette approche confère à chaque confrontation un poids dramatique considérable et une authenticité rare. L'édification du suspense repose sur une mécanique procédurale minutieuse, transformant le spectateur en apprenti enquêteur initié aux arcanes de la surveillance moderne. Le film prend le temps d'expliquer les méthodes, les outils, les impasses, créant ainsi un investissement intellectuel profond dans la résolution de l'énigme. Cette démarche pédagogique élève le thriller au rang de film de savoir, où le plaisir naît de la compréhension graduelle d'un système complexe. Le scénario évite les facilités en s'assurant que chaque avancée est le fruit d'un travail d'équipe, d'une corrélation logique d'indices ou d'une erreur crédible de l'adversaire. La tension émane ainsi de la crainte de l'échec face à un ennemi aussi méthodique qu'imprévisible, et de la course contre une montre à la fois technologique et humaine. Cette construction rigoureuse rappelle les meilleurs polars procéduraux tout en les modernisant avec brio. L'univers visuel du film est construit sur un contraste fondamental qui structure à la fois l'esthétique et la pensée du récit. D'un côté, la froideur bleutée, géométrique et aseptisée des centres de contrôle, où l'humain est réduit à des données sur un écran.
De l'autre, la chaleur organique, désordonnée et colorée des rues de Macao, où la vie explose dans toute sa complexité imprévisible. La caméra utilise fréquemment des obstacles visuels, vitres, reflets, écrans pour souligner la médiation constante de notre perception du réel. Les plans en plongée extrême, hérités des caméras de surveillance, créent une distanciation objectivante, tandis que les plans à hauteur d'œil, lors des filatures, restaurent la subjectivité et l'empathie. Cette dualité se résout dans le climax, où les deux registres fusionnent dans une esthétique de confusion violente, signant l'irruption brutale du réel dans le virtuel. Les figures secondaires, bien que volontairement esquissées, sont dotées d'une précision de traits qui les rend immédiatement lisibles et fonctionnelles dans l'économie narrative. L'adjoint de Wong incarne la loyauté discrète et la mémoire institutionnelle, l'homme qui a vu les époques défiler et en comprend les continuités souterraines. Les jeunes analystes de la police représentent la génération des digital natives, brillants techniquement mais parfois démunis face aux ambiguïtés du terrain et des motivations humaines. Les lieutenants de Fu, variés dans leur profil psychologique, forment un microcosme des relations de pouvoir toxiques, illustrant différentes formes de soumission à un charisme pervers. Même les rôles les plus fugaces, commerçants ou passants, sont traités avec un soin qui ancre le récit dans un monde social dense et crédible. Cette économie de moyens caractérise un cinéma efficace où chaque élément sert l'architecture d'ensemble. Le design sonore est un composant narratif à part entière, définissant les espaces et les états psychologiques avec une inventivité remarquable. Les séquences dans les cernes de contrôle baignent dans une ambiance de silence électronique, peuplée de sons feutrés, ventilateurs, bips discrets, clics de souris, qui génèrent une anxiété sourde et aseptisée. La musique, faite de nappes synthétiques et de percussions métalliques, renforce cette atmosphère de froideur technologique et de contrôle omniprésent. À l'inverse, les scènes de terrain sont envahies par la symphonie chaotique de la ville, bribes de conversation, rugissements des moteurs, musique d'ambiance, créant un tissu sonore riche et vivant. L'affrontement final opère une collision sonore brutale où ces deux univers acoustiques s'entrechoquent, matérialisant par le son le choc des mondes. L'utilisation stratégique du silence complet, notamment lors des moments de prise de décision cruciale, est d'une puissance dramatique exceptionnelle. L'exploration du thème de la paternité transcende le cadre familial pour interroger les mécanismes de la transmission, de l'autorité et de la légitimité dans toute structure sociale. Wong pratique une paternité rédemptrice et désintéressée, fondée sur le don du savoir et l'acceptation de sa propre relève comme accomplissement ultime. Son autorité émane non de la contrainte, mais de l'exemple et de la compétence reconnue. Fu, en miroir, exerce une paternité tyrannique et narcissique, voyant dans ses subalternes des instruments au service de sa gloire personnelle, voués à être consommés. Son autorité repose sur la peur, le charisme froid et la promesse d'une appartenance exclusive. Le film suggère que la véritable transmission n'est pas dans l'imposition d'un dogme, mais dans l'ouverture d'un chemin que l'autre pourra ensuite parcourir seul. Cette réflexion donne au conflit policier une dimension archétypale et universelle. La performance de Jackie Chan dans ce rôle peut être interprétée comme une méditation autobiographique sur le vieillissement, la postérité et la transformation du corps de l'acteur en monument vivant. Il utilise les marques du temps ou une certaine raideur, une économie de gestes, non comme des limites, mais comme les composantes d'un nouveau registre d'action, fait de tension contenue et d'expérience. Son jeu est désormais tout en intériorité et en réaction. L'action physique, quand elle éclate, est brève, réaliste, et semble puiser dans les dernières réserves d'une énergie précieuse. Cette vulnérabilité assumée est d'une puissance émotionnelle plus grande que l'invincibilité de jadis, car elle est partagée et humaine. Chan ne joue plus le héros invulnérable, il joue l'homme qui a été un héros et qui doit maintenant affronter l'usure, l'obsolescence et le deuil de ses propres méthodes. Cette profondeur confère à sa présence à l'écran une gravité et une tristesse sublimes. Tony Leung Ka-fai, en parfaite opposition, édifie un personnage d'une froideur minérale et d'une intelligence diabolique, dont la menace réside dans son absolue cohérence logique. Son jeu repose sur une immobilité presque sculpturale, troublée seulement par de micro-expressions qui trahissent le plaisir intellectuel de la manipulation. Il incarne le mal non comme une passion désordonnée, mais comme une discipline ascétique, un renoncement à l'humain au profit de l'efficacité pure. La fascination qu'il exerce tient à cette promesse d'un monde débarrassé de l'irrationalité des sentiments, même si ce monde est cauchemardesque. Sa maîtrise de la technologie est celle d'un virtuose. Il ne la subit pas, il la compose, l'orchestre, en tire une musique perverse. Leung réussit le tour de force de rendre cet être monstrueux non seulement crédible, mais doté d'une forme perverse de grandeur tragique, celle de l'ange déchu qui a choisi sa chute. Et la structure narrative en 3 actes épouse une trajectoire philosophique claire, celle d'une descente des hauteurs abstraites de la data vers les bas-fonds sanglants de la confrontation physique. Le premier acte est un conflit de signaux,
une guerre menée par écrans interposés dans un espace dématérialisé. Le deuxième acte voit l'irruption du hasard, du corps, de l'émotion et de l'erreur, ces variables humaines qui viennent compliquer les plans les plus parfaits. Le troisième acte est une réduction à l'os, un face-à-face dans un lieu dépouillé où les technologies sont absentes et où ne subsistent que les volontés, les ruses et les corps meurtris. Cette progression narrative est aussi une quête de l'essentiel, une démonstration que les conflits humains, aussi sophistiqués soient-ils en apparence, se résolvent toujours dans la chair et le sang. Le montage, évoluant de coupes saccadées à des plans séquences tendus, accompagne cette matérialisation progressive du conflit. L'utilisation symbolique de la ville de Macao est d'une grande richesse, chaque quartier incarnant un aspect de la lutte idéologique et existentielle qui s'y déroule. Les casinos, temples du risque calculé et de la surveillance commerciale totale, sont le royaume naturel de Fu, qui voit dans le crime la forme suprême de spéculation et de défi au destin. Le centre historique, avec ses rues labyrinthiques et ses strates de mémoire culturelle, représente le domaine de Wong, l'univers de la nuance, du contexte et de l'histoire personnelle. Les zones portuaires et industrielles, anonymes et standardisées, forment le théâtre du dénouement, un non-lieu parfait pour un règlement de compte qui a perdu toute dimension humaine pour devenir une pure lutte de pouvoir. La ville fonctionne ainsi comme une carte cognitive et émotionnelle, révélant par sa géographie les âmes et les projets de ceux qui la parcourent. Cette utilisation intelligente du lieu dépasse l'exotisme de carte postale pour en faire un personnage actif et signifiant. Et la direction d'acteur de Larry Yang est exemplaire pour avoir su harmoniser des interprétations au style radicalement différent et en tirer une tension dramatique maximale. Il a guidé Jackie Chan vers une intériorité tourmentée, exploitant sa fatigue physique comme une force dramatique, et a permis à Tony Leung Ka-fai de cristalliser une froideur d'une élégance menaçante. Les rares scènes où les deux légendes se font face sont des bijoux de sous-texte, où les dialogues comptent moins que les silences, les regards et la charge historique de leur présence à l'écran. Le travail avec Zhang Zifeng a consisté à sculpter une progression subtile de la curiosité à la détermination, sans jamais tomber dans la caricature de la femme forte. La direction des scènes chorales, qu'il s'agisse des briefings policiers ou des réunions du gang, montre une fine compréhension des dynamiques de groupe et des jeux de pouvoir non-verbaux. Cette maîtrise confère à l'ensemble une crédibilité et une épaisseur psychologique qui en font bien plus qu'un simple film d'action. Les thèmes de la mémoire et de l'oubli traversent le récit comme une obsession, liant le destin des individus aux pathologies collectives de l'ère numérique. Wong est un conservateur de la mémoire incarnée, celle des visages, des parcours, des détails insignifiants qui font sang a posteriori. Il lutte contre l'amnésie institutionnelle et technologique. Fu, en miroir, est un ingénieur de l'oubli, cherchant à effacer les traces, à réécrire les logs, à contrôler la narration du passé pour modeler l'avenir à son image. Le système Sky High représente le fantasme dangereux d'une mémoire totale et parfaite, un fantasme que le film déconstruit en montrant qu'une mémoire sans oubli est une malédiction, et qu'une mémoire sans interprétation est un fatras inutile. Le conflit devient ainsi une bataille pour le contrôle du récit, pour décider quelle version du réel sera préservée et enseignée. La scène post-générique, avec sa révélation calculée, opère moins comme un cliffhanger pour une suite que comme un coup de projecteur métaphysique sur la nature du mal qu'a combattu Wong. Elle introduit l'idée que Fu n'était qu'une incarnation, un pattern criminel et intellectuel qui peut se répliquer, se télécharger dans d'autres consciences. Cette ouverture transforme la victoire du héros en une étape dans une lutte sans fin, rappelant que les formes du mal évoluent mais que son principe la volonté de domination par la destruction de l'altérité persiste. Elle désigne Kyugo, l'héritière hybride, comme la nouvelle sentinelle à la frontière toujours mouvante entre l'ordre et le chaos. Cette conclusion refuse la fermeture rassurante et place le film sous le signe d'une vigilance éternelle, plus tragique et plus réaliste. Elle invite à une lecture pessimiste mais non désespérée, où chaque génération doit réapprendre et réinventer le combat pour la justice. Le succès du film tient à sa capacité à satisfaire simultanément les exigences du thriller d'action efficace et les aspirations du drame psychologique exigeant. Il comble le désir de suspense et de confrontation physique tout en nourrissant l'intellect par sa réflexion sur la technologie, la surveillance et la condition de l'homme à l'ère numérique. La rencontre mythique entre Chan et Leung offre un plaisir purement cinéphilique, un duel d'interprétation où la moindre micro-expression est chargée d'histoire et de sens. L'ancrage dans le contexte unique et ultramoderne de Macao donne au film une saveur singulière et une pertinence géopolitique immédiate. Il prouve que le cinéma de genre peut être un vecteur d'idées complexes et contemporaines sans sacrifier le rythme, l'émotion ou le spectacle. Cette synthèse rare explique son impact à la fois critique et populaire, transcendant les catégories habituelles. Les critiques concernant certains effets visuels ou le rythme du premier acte pointent des choix esthétiques et narratifs qui relèvent d'une vision d'auteur assumée plutôt que de réelles faiblesses.
La longueur est nécessaire à la construction patiente des personnages, des méthodes et de l'univers. Un montage plus nerveux aurait altéré la crédibilité procédurale et la densité psychologique qui font la force du film. Les effets numériques parfois rudimentaires des interfaces peuvent être interprétés comme une stylisation cohérente, représentant le monde digital tel que perçu par des protagonistes dont la compétence première n'est pas technique. Ces éléments, plutôt que des défauts, participent d'une esthétique globale qui valorise in fine la rugosité du réel, l'imperfection des corps et la profondeur des émotions humaines sur le lissage du virtuel. Il renforce le plaidoyer implicite du film pour un réenchantement du monde tangible. La place de The Shadow's Edge dans la galaxie des remakes est celle d'une œuvre qui a compris que l'hommage le plus respectueux est souvent la réinterprétation la plus audacieuse. Il ne copie pas son modèle, il en transpose l'ADN, le duel entre le tracker et le traqué, la poésie de la surveillance dans un nouveau corps, nourri des préoccupations et des angoisses du XXIe siècle. Le film dialogue avec ses prédécesseurs par des références subtiles et des clins d'œil, mais affirme avec force son autonomie narrative et thématique. Il démontre qu'un remake peut être un acte de création à part entière, une œuvre nouvelle qui interroge son époque avec acuité tout en rendant hommage à ses origines. Cette réussite tient au choix courageux de placer au cœur du récit une réflexion sur le temps, la transmission et la collision des ères, donnant au conflit policier une résonance universelle et mélancolique. En dernière analyse, The Shadow's Edge s'affirme comme une œuvre charnière, un thriller d'une intelligence et d'une maturité rare qui marque un point d'orgue dans les carrières de ces deux monstres sacrés. Il offre à Jackie Chan un rôle testamentaire d'une profonde humanité, et à Tony Leung Ka-fai l'un de ses personnages les plus complexes et fascinants. Au-delà du duel d'acteurs, il propose une réflexion urgente, nuancée et profondément cinématographique sur notre condition à l'ère de la surveillance totale, de la data et de l'intelligence artificielle. C'est un film qui divertit avec maestria tout en provoquant la pensée, qui émeut sans manipuler, qui impressionne sans tomber dans le spectaculaire creux. Cette triple réussite en fait bien plus qu'un excellent film d'action. Une expérience cinématographique complète et mémorable, une preuve éclatante que le cinéma de genre peut atteindre au plus haut sommet de l'art lorsqu'il est porté par une vision. Un talent et une ambition sans compromis. The Shadow's Edge se distingue par sa profonde ambition de synthétiser la tension physique d'un thriller d'action classique avec une méditation contemporaine sur l'ère de l'information. Le film interroge moins la technologie en elle-même que les mutations cognitives et éthiques qu'elle impose à ceux qui l'utilisent ou la subissent. Cette réflexion est incarnée dans la confrontation entre deux épistémèses opposées. Une connaissance incarnée, analogique et patiente face à une intelligence abstraite, numérique et instantanée. La ville de Macao, avec ses strates historiques et son futurisme clinquant, devient le laboratoire parfait de cette collision. Chaque plan semble peser pour révéler comment l'espace urbain est désormais traversé et modelé par des flux de données invisibles, créant une géographie parallèle où se joue la véritable bataille. La reconfiguration du scénario original transcende la simple mise à jour technologique pour plonger au cœur des nouvelles mythologies du capitalisme tardif. Le piratage de la crypto-monnaie n'est pas un simple prétexte, il symbolise l'ultime abstraction de la valeur et la volatilité des systèmes de croyances économiques modernes. Le crime de Fu Lingsan est une performance métaphysique visant à prouver la vacuité des fondements numériques de notre confiance collective. Cette dimension place le conflit à un niveau quasi théologique, opposant la foi de Wong dans la permanence des indices tangibles au credo de Fu en la malléabilité absolue du virtuel. Le film illustre ainsi comment les grands braquages contemporains ne visent plus les coffres-forts, mais les architectures logicielles qui sous-tendent notre réalité sociale. L'interprétation de Jackie Chan atteint ici une forme de sublime mélancolique, où la maîtrise physique légendaire se transmue en une économie de gestes chargés de mémoire et de regrets. Son personnage ne se bat pas contre des hommes, mais contre l'effacement progressif d'un mode de compréhension du monde fondé sur l'observation prolongée et l'intuition cultivée. Chan incarne la résistance d'une intelligence située, celle qui lie les micro-expressions, les postures, les anomalies dans le tissu urbain, contre l'intelligence désincarnée des algorithmes. Sa performance est portée par une gravité nouvelle, loin des clins d'œil complices au public, signant l'acceptation d'un statut d'acteur dramatique à part entière. Cette transformation offre au film son centre de gravité émotionnelle, un point d'ancrage humain dans un récit de plus en plus abstrait. Face à lui, Tony Leung Ka-fai construit un monument de froideur calculatrice, dont la menace réside dans une sérénité presque divine. Son Fu Lingsan n'est pas motivé par la cupidité mais par une quête de reconnaissance intellectuelle, une nécessité de prouver sa supériorité sur les systèmes qu'il méprise. Leung joue avec une immobilité hypnotique, faisant de ses rares sourires des événements plus inquiétants que n'importe quelle menace explicite. Il incarne l'idéal pervers de la raison pure, débarrassé des scrupules moraux et des attachements émotionnels, fonctionnant comme un logiciel de maximisation d'opportunités.
Cette interprétation crée un antagoniste d'une rare complexité, plus proche d'un philosophe nihiliste que d'un gangster traditionnel, élevant le conflit à un débat d'idées incarnées. Le cœur conceptuel du film réside dans son exploration nuancée des limites respectives de l'intuition humaine et de la logique algorithmique. Le scénario évite soigneusement de tomber dans le piège du technophobe primaire, montrant au contraire comment les deux approches sont à la fois vitales et profondément incomplètes isolément. L'erreur de la police moderne est de croire que la technologie peut se substituer au jugement, tandis que la faiblesse de Wong est de refuser les outils qui pourraient amplifier ses capacités naturelles. La figure de Hugo émerge alors comme la synthèse nécessaire, l'incarnation d'une intelligence hybride capable de naviguer dans les deux registres. Le film propose ainsi une voie médiane réaliste pour l'enquête au XXIe siècle, loin des fantasmes transhumanistes comme des nostalgies réactionnaires. La relation entre le mentor et la protégée se construit sur un silence partagé et une reconnaissance mutuelle qui évite tout sentimentalisme facile. Leur lien ne procède pas d'une affection immédiate mais d'un respect professionnel qui se forge à l'épreuve du terrain et de la complexité de l'enquête. Mon enseigne moins des techniques qu'une posture, une manière d'être attentif au monde, tandis que Hugo lui ouvre les portes d'un univers numérique qu'il comprend sans vraiment le maîtriser. Zhan Zifeng incarne avec une justesse remarquable cette transition de l'étudiante appliquée à la partenaire indispensable, affirmant son autorité par la compétence plus que par la revendication. Le film maintient jusqu'au bout la pudeur de leur relation, laissant l'affection filiale s'exprimer dans les actes plus que dans les mots, renforçant ainsi sa crédibilité et sa puissance émotionnelle. La mise en scène des séquences d'action opère une rupture radicale avec les canons du genre, privilégiant le réalisme sensoriel et la charge dramatique sur la virtuosité chorégraphiée. Les combats sont filmés au plus près, dans des plans serrés et une lumière souvent avare, plongeant le spectateur dans l'expérience immédiate de la confrontation physique. L'accent est mis sur le poids des corps, la fatigue, l'essoufflement, les erreurs de jugement dans le feu de l'action, loin de la précision surhumaine des films d'arts martiaux traditionnels. Cette esthétique sert parfaitement le propos en montrant la violence comme un échec de la raison, un retour à un état primitif où les plans les plus élaborés volent en éclats. Chaque blessure a des conséquences durables, chaque effort se paie cash, ancrant l'action dans une physicalité tangible et douloureuse. L'architecture du suspense est fondamentalement procédurale et intellectuelle, transformant le spectateur en co-investigateur initié aux arcanes de la surveillance moderne. Le plaisir du film réside moins dans les révélations spectaculaires que dans la lente et méthodique accumulation de preuves, la corrélation d'indices apparemment anodins. Cette approche didactique, qui prend le temps d'expliquer les méthodes et les outils, crée un investissement cognitif profond dans la résolution de l'énigme. Le scénario évite les raccourcis faciles, s'assurant que chaque avancée découle logiquement du travail d'enquête ou d'une erreur crédible de l'adversaire. La tension naît ainsi de la peur de l'échec face à un ennemi aussi méthodique qu'imprévisible, et de la course contre une montre à la fois technologique et humaine. Cette construction rigoureuse place le film dans la lignée des grands polars procéduraux tout en les modernisant avec brio. L'esthétique visuelle du film est construite sur un contraste structurel entre deux régimes d'images qui reflètent la dichotomie thématique centrale. D'un côté, la froideur bleutée, géométrique et aseptisée des centres de contrôle, où le monde est réduit à des données sur des écrans, créant une distanciation objectivante. De l'autre, la chaleur organique, désordonnée et colorée des rues de Macao, filmée à hauteur d'homme, restituant la complexité et l'ambiguïté du réel. La caméra utilise fréquemment des cadres dans le cadre de vitres, écrans, reflets, pour souligner la médiation constante de notre perception dans un monde saturé de technologie. Cette dualité formelle trouve sa résolution dans la scène finale, où les deux registres fusionnent dans une esthétique de confusion violente, signant l'irruption brutale du réel charnel dans l'abstraction virtuelle. Les personnages secondaires, bien que volontairement esquissés, sont dotés d'une précision de traits qui les rend immédiatement lisibles et fonctionnels dans l'économie narrative globale. L'adjoint de Wong incarne la loyauté discrète et la mémoire institutionnelle, l'homme qui comprend la valeur des anciennes méthodes sans refuser les nouvelles. Les jeunes analystes de la police représentent la génération des digital natives, brillants techniquement mais parfois démunis face aux ambiguïtés du terrain et des motivations humaines. Les acolytes de Fu, variés dans leur profil psychologique, forment un microcosme des relations de pouvoir toxiques, illustrant différentes facettes de la soumission à un charisme pervers. Même les rôles les plus fugitifs sont traités avec un soin qui ancre le récit dans un monde social crédible et dense, évitant l'écueil du décor humain interchangeable. Le design sonore participe activement à la construction des espaces psychologiques et à la définition des identités des protagonistes. Les séquences dans les salles de contrôle baignent dans un silence électronique peuplé de sons feutrés, ventilateurs, bips discrets, clics de souris, créant une ambiance d'anxiété aseptisée et de contrôle omniprésent. La musique,
composé de nappes synthétiques et de percussions métalliques, renforce cette atmosphère de froideur technologique et de distance émotionnelle. À l'opposé, les scènes de terrain sont envahies par la cacophonie vivante de la ville, bribes de conversation, rugissements des moteurs, musique d'ambiance, tissant une toile sonore riche et chaotique. La confrontation finale opère une collision acoustique brutale où ces deux univers s'entrechoquent, matérialisant par le son le choc des paradigmes. L'utilisation stratégique du silence complet, notamment lors des moments de prise de décision cruciale, est d'une puissance dramatique exceptionnelle. L'exploration du thème de la paternité transcende le cadre familial pour interroger les fondements mêmes de l'autorité, de la transmission et de la légitimité dans les structures sociales. Wong pratique une paternité rédemptrice et désintéressée, fondée sur le don du savoir et l'acceptation de sa propre relève comme accomplissement ultime. Son autorité émane non de la contrainte hiérarchique, mais de la compétence reconnue et de l'exemple donné. Fu, en miroir, exerce une paternité tyrannique et narcissique, voyant dans ses subalternes des instruments au service de sa gloire personnelle, voués à être consommés. Son autorité repose sur la peur, le charisme froid et la promesse d'une appartenance exclusive à une élite criminelle. Le film suggère que la véritable transmission n'est pas dans l'imposition d'un dogme, mais dans l'ouverture d'un chemin que l'autre pourra ensuite parcourir par ses propres moyens. La performance de Jackie Chan dans ce rôle peut être lue comme une méditation autobiographique sur le vieillissement d'une icône et la transformation du corps de l'acteur en archive vivante de son article. Il utilise les stigmates de sa propre carrière ou une certaine raideur, une économie de gestes, non comme des limites, mais comme les composantes d'un nouveau registre d'action, fait de tension contenue et d'expérience. Son jeu est désormais tout en intériorité et en réaction. L'action physique, quand elle éclate, est brève, réaliste, et semble puiser dans les dernières réserves d'une énergie précieuse. Cette vulnérabilité assumée est d'une puissance émotionnelle plus grande que l'invincibilité de jadis, car elle est partagée et profondément humaine. Chan ne joue plus le héros invulnérable, il joue l'homme qui a été un héros et qui doit maintenant affronter l'usure, l'obsolescence et le deuil de ses propres méthodes. Tony Leung Ka-fai, en parfait contrepoint, sculpte un personnage d'une froideur minérale et d'une intelligence diabolique, dont la menace réside dans son absolue cohérence logique et son absence de scrupules. Son jeu repose sur une immobilité presque sculpturale, troublée seulement par de micro-expressions qui trahissent le plaisir intellectuel de la manipulation et du défi. Il incarne le mal non comme une passion désordonnée, mais comme une discipline ascétique, un renoncement à l'humain au profit de l'efficacité pure et de l'élégance mathématique. La fascination qu'il exerce tient à cette promesse d'un monde débarrassé de l'irrationalité des sentiments, même si ce monde est fondamentalement inhumain. Sa maîtrise de la technologie est celle d'un virtuose. Il ne la subit pas, il la compose, l'orchestre, en tire une musique perverse qui célèbre sa propre supériorité. La structure narrative en 3 actes épouse une trajectoire philosophique claire, celle d'une descente progressive des hauteurs abstraites de la data vers les bas-fonds sanglants de la confrontation charnelle. Le premier acte est un conflit de signaux et de codes, une guerre menée par écrans interposés dans un espace entièrement dématérialisé. Le deuxième acte voit l'irruption progressive du hasard, du corps, de l'émotion et de l'erreur, ces variables humaines qui viennent gripper les mécanismes parfaits des plans criminels. Le troisième acte est une réduction à l'essentiel, un face-à-face dans un lieu dépouillé où les technologies sont absentes et où ne subsistent que les volontés, les ruses et les corps meurtris. Cette progression est aussi une quête de vérité, démontrant que les conflits humains, aussi sophistiqués soient-ils en surface, se résolvent toujours dans la chair, le sang et l'affrontement direct des subjectivités. L'utilisation symbolique de la ville de Macao est d'une grande richesse, chaque quartier incarnant un aspect de la lutte idéologique et existentielle qui s'y déroule. Les casinos, temple du risque calculé et de la surveillance commerciale totale, sont le royaume naturel de Fu, qui voit dans le crime la forme suprême de spéculation et de défi au destin. Le centre historique, avec ses ruelles labyrinthiques et ses strates de mémoire culturelle, représente le domaine de Wong, l'univers de la nuance, du contexte et de l'histoire personnelle. Les zones portuaires et industrielles, anonymes et standardisées, forment le théâtre du dénouement, un non-lieu parfait pour un règlement de compte qui a perdu toute dimension humaine spécifique. La ville fonctionne ainsi comme une carte cognitive et émotionnelle, révélant par sa géographie même les âmes et les projets de ceux qui la parcourent. La direction d'acteur de Larry Yang est exemplaire pour avoir su harmoniser des interprétations au style radicalement différent et en tirer une tension dramatique maximale. Il a guidé Jackie Chan vers une intériorité tourmentée, exploitant sa fatigue physique comme une force dramatique, et a permis à Tony Leung Ka-fai de cristalliser une froideur d'une élégance menaçante. Les rares scènes où les deux légendes se font face sont des bijoux de sous-texte, où les dialogues comptent moins que les silences, les regards et la charge historique de leur présence à l'écran.
Le travail avec Zhan Zifeng a consisté à sculpter une progression subtile de la curiosité à la détermination, sans jamais tomber dans la caricature de la femme forte. La direction des scènes chorales montre une fine compréhension des dynamiques de groupe et des jeux de pouvoir non-verbaux. Les thèmes de la mémoire et de l'oubli traversent le récit comme une obsession, liant le destin des individus aux pathologies collectives de l'ère numérique. Mong est un conservateur de la mémoire incarnée, celle des visages, des parcours, des détails insignifiants qui font sang a posteriori. Il lutte contre l'amnésie institutionnelle et technologique. Fu, en miroir, est un ingénieur de l'oubli, cherchant à effacer les traces, à réécrire les logs, à contrôler la narration du passé pour modeler l'avenir à son image. Le système Sky-Eye représente le fantasme dangereux d'une mémoire totale et parfaite, un fantasme que le film déconstruit en montrant qu'une mémoire sans oubli est une malédiction, et qu'une mémoire sans interprétation est un fatras inutile. Le conflit devient ainsi une bataille pour le contrôle du récit et de l'histoire. La scène post-générique, avec sa révélation calculée, opère moins comme un cliffhanger que comme un coup de projecteur métaphysique sur la nature récurrente des menaces que combattent des hommes comme Wong. Elle introduit l'idée que Fu n'était qu'une incarnation, un pattern criminel et intellectuel qui peut se répliquer, se télécharger dans d'autres consciences à travers des disciples ou des imitateurs. Cette ouverture transforme la victoire du héros en une étape dans une lutte sans fin, rappelant que les formes du mal évoluent mais que son principe ou la volonté de domination par la destruction de l'altérité persiste. Elle désigne Kyugo, l'héritière hybride, comme la nouvelle sentinelle à la frontière toujours mouvante entre l'ordre et le chaos. Cette conclusion refuse la fermeture rassurante et place le film sous le signe d'une vigilance éternelle. Le succès du film tient à sa capacité à satisfaire simultanément les exigences du thriller d'action efficace et les aspirations du drame psychologique exigeant. Il comble le désir de suspense et de confrontation physique tout en nourrissant l'intellect par sa réflexion sur la technologie, la surveillance et la condition de l'homme à l'ère numérique. La rencontre mythique entre Chan et Leung offre un plaisir purement cinéphilique, un duel d'interprétation où la moindre micro-expression est chargée d'histoire et de sens. L'ancrage dans le contexte unique et ultramoderne de Macao donne au film une saveur singulière et une pertinence géopolitique immédiate. Il prouve que le cinéma de genre peut être un vecteur d'idées complexes et contemporaines sans sacrifier le rythme, l'émotion ou le spectacle. Les critiques concernant certains effets visuels ou le rythme du premier acte pointent des choix esthétiques et narratifs qui relèvent d'une vision d'auteur assumée plutôt que de réelles faiblesses. La longueur est nécessaire à la construction patiente des personnages, des méthodes et de l'univers. Un montage plus nerveux aurait altéré la crédibilité procédurale et la densité psychologique qui font la force du film. Les effets numériques parfois rudimentaires des interfaces peuvent être interprétés comme une stylisation cohérente, représentant le monde digital tel que perçu par des protagonistes dont la compétence première n'est pas technique. Ces éléments participent d'une esthétique globale qui valorise in fine la rugosité du réel, l'imperfection des corps et la profondeur des émotions humaines. La place de The Shadow's Edge dans la galaxie des remakes est celle d'une œuvre qui a compris que l'hommage le plus respectueux est souvent la réinterprétation la plus audacieuse. Il ne copie pas son modèle, il en transpose l'ADN, le duel entre le tracker et le traqué, la poésie de la surveillance dans un nouveau corps, nourri des préoccupations et des angoisses du XXIe siècle. Le film dialogue avec ses prédécesseurs par des références subtiles et des clins d'œil, mais affirme avec force son autonomie narrative et thématique. Il démontre qu'un remake peut être un acte de création à part entière, une œuvre nouvelle qui interroge son époque avec acuité tout en rendant hommage à ses origines. Cette réussite tient au choix courageux de placer au cœur du récit une réflexion sur le temps, la transmission et la collision des ères. En définitive, The Shadow's Edge s'affirme comme une œuvre charnière, un thriller d'une intelligence et d'une maturité rare qui marque un point d'orgue dans les carrières de ces deux monstres sacrés. Il offre à Jackie Chan un rôle testamentaire d'une profonde humanité, et à Tony Leung de Ka-fai l'un de ses personnages les plus complexes et fascinants. Au-delà du duel d'acteurs, il propose une réflexion urgente, nuancée et profondément cinématographique sur notre condition à l'ère de la surveillance totale, de la data et de l'intelligence artificielle. C'est un film qui divertit avec maestria tout en provoquant la pensée, qui émeut sans manipuler, qui impressionne sans tomber dans le spectaculaire creux. Cette triple réussite en fait bien plus qu'un excellent film d'action.